Bienvenue sur Joga. Bon, c'est presque dimanche matin là. On a voulu faire ce débrief direct après le match, mais l'orage nous a joué des tours. C'est ça pique un peu, ça a retardé l'échéance du coup, mais comment que ça va? Ouais, il fait chaud, on est fatigué. C'est vrai. Mais après, je préfère que le match ait repris plutôt que. Parce qu'avec ce qu'on avait prévu de faire le débrief des deux matchs en deux vidéos, j'aurais été un peu deg que le match s'arrête. Et qu'il soit complètement remis. Qu'on attende 60 minutes en plus. Ouais, non, ça allait être perturbant, on veut pas de ça, nous, on veut du jeu. On veut du jeu. Donc vous l'avez vu, on commence par le débrief donc, dans cette vidéo de l'Allemagne qui s'est imposée face au Danemark. Voilà, 2-0, il y aurait pu y avoir plus. Hein. Pas mal de péripéties dans ce match. Scénario assez dingue, avec, de toute façon, vous l'avez vu, un but d'entrée de jeu refusé, Schlotterbeck, au bout de 3 minutes de jeu. Schlotterbeck sur corner, ouais. Gros début de match de l'Allemagne, je trouve, qui a mis beaucoup d'intensité, beaucoup de rythme, face à un bloc regroupé, mais qui a quand même mis l'intensité qu'il fallait pour essayer de déstabiliser cette équipe. J'ai trouvé qu'ils avaient justement pas surfé sur cette bonne vague-là et que c'est un peu retombé après, tu vois, et que le Danemark a bien rééquilibré les débats. C'est souvent comme ça, effectivement. Il y a une petite baisse de régime après le premier quart d'heure, 20 minutes, qui ont été très intenses de la part de l'équipe d'Allemagne. Et ensuite, le Danemark a pu enfin ressortir un petit peu la tête de l'eau. J'ai pas fait exprès, c'est cette image très orageuse. En plus, nous, on a perdu le courant ici. Wow. Ouais, c'est vrai que ça, on l'a pas précisé. C'est vrai qu'on le dit même pas tellement il y a des péripéties, c'est qu'on a dû attendre. Le courant qui saute, tu me dis, c'est la première fois que ça m'arrive. Ouais, c'est la première fois que ça arrive. Ça a sauté au moins 2 ou 3 fois. Ouais, depuis que je suis installé ici, donc plus de connexion internet, plus de télé, plus rien. En vrai, on n'a pas vu le match, on fait genre. Ouais, c'est ça. Non, mais ça a été compliqué de suivre, mais en tout cas. C'était une sacrée soirée. Ça a pu revenir ensuite. Il y en a un qui a passé une sacrée soirée aussi, je pense, c'est Joachim Andersen. Ah ouais, c'est vrai. En fait, lui, je pense qu'il symbolise parfaitement à quel point le scénario a complètement douché les espoirs du Danemark. C'est pas fait exprès, c'est pas travaillé. Ouais, en plus, c'est un but de l'inverse. Ouais. Excellent. Mais le scénario, il les a complètement tués. Hein, parce qu'il passe de mener 1-0 donc sur ce but d'Andersen, hors jeu d'un cheveu. Hors jeu d'un cheveu, celui qui fait la passe. Franchement, en une minute, il passe de buteur héroïque à fautif sur le penalty accordé par la VAR. C'est ça. Parfaitement transformé par Kai Havertz pour le coup, qui la met vraiment ras du poteau. Le gardien Kasper Schmeichel était parti du bon côté. Et je pense qu'à partir de là, le scénario les a complètement. C'est clair, tu passes d'un scénario, tu peux justement mener face à cette équipe d'Allemagne chez elle, tu gagnes 1-0. Potentiellement, tu pouvais imaginer à la fin de match où on met le bus et on cherche à défendre fort parce que c'est les équipes qui sont peut-être un peu outsiders qui vont avoir ce type de scénario-là. Et finalement, ils peuvent pas mettre tout ça en place. La minute d'après, ils se retrouvent menés 1-0. Donc, essayer potentiellement de se découvrir. Et en plus, on est déjà dans un scénario en seconde mi-temps. Donc, qui fait qu'on voyait que le rythme au niveau des Danois commence à baisser physiquement. Et voilà, et ensuite il y a le deuxième but qui est plus beau, un vrai but dans le jeu de Musiala qui est magnifique, je trouve moi, parce qu'il y a une très belle ouverture de Schlotterbeck. Encore une fois, on parle souvent de lui. Pour le coup, le fait qu'il soit rentré à la place de Jonathan Tah, il a apporté beaucoup de choses parce qu'il a apporté sa présence sur les coups de pied arrêtés, il a apporté un autre niveau de relance où il prenait ces initiatives-là. Et le deuxième but, c'en est l'interprétation. Balle longue derrière dans le dos de Joachim Andersen encore. Hein. Il a vécu un cauchemar. C'est vrai. Non, mais je repensais au premier but, le penalty et le but. Ça, il y a l'action avec Füllkrug aussi qui frôle du bout du pied. C'était encore lui qui était au duel, qui perd le duel. Donc décidément, il était de tous les. Normalement, on dit des bons coups, mais de tous les mauvais coups pour le coup. Voilà. Mais ce qui est aussi à noter, c'est que cette équipe d'Allemagne, tu m'as fait la remarque d'ailleurs pendant le match, qui a justement fait ressortir cette équipe d'Allemagne a fait ressortir l'équipe du Danemark sur cette phase de possession, parce que c'était vraiment bloqué, le Danemark était regroupé. L'Allemagne a réussi à attirer le Danemark et sur une longue ouverture de Schlotterbeck, c'est ça. A priori anodine. Après, justement, il y a le dev central, c'est Vestergaard qui s'arrête. Et même Andersen s'arrête un petit peu aussi. Donc les deux sur l'alignement. Les deux, je pense qu'ils vont. Moi, je pense que j'ai l'impression qu'ils se disent que la balle est trop longue, tu vois.
Ouais, et les deux s'arrêtent ou peut-être ils jouent leur jeu, je sais pas. C'est l'interprétation que j'ai eue. J'ai l'impression qu'ils pensaient que c'était trop long, peut-être que le gardien allait sortir. Je sais pas, ils se sont complètement arrêtés. Ou sinon, effectivement, où j'ai eu le même doute. En tout cas, ils les ont bien attirés et c'est ce qui fait que ça crée cet espace dans le dos. Il y a la qualité de pied aussi, qualité de l'appel et puis et la finition de Musiala qui était. Elle a tiré Henry. Hein, le petit intérieur du pied sur l'autre côté. Non, c'est toutes les années quand on était jeune à regarder téléfoot là qui me sont revenus à l'esprit. Donc non, super, une très belle action. Musiala, troisième but. On peut y venir parce que c'était la partie d'après, les individualités. Oui. Si tu avais des individualités à ressortir, et peut-être déjà aussi pour toi, c'est qui l'homme du match? C'est un petit peu la nouveauté. On tiens, si on faisait des hommes du match. Ouais, ce serait quand même sympa qu'on chacun choisit un homme du match. Alors on essaie de se concerter un peu pour pas dire le même. Le même, mais effectivement pour ma part, ça va être Musiala qui marque son troisième but, donc il rejoint Mikotadze en tant que meilleur buteur de l'Euro. Très jeune joueur et du coup il a marqué effectivement contre l'Écosse et la Hongrie lors de la phase de groupe et il marque ce but là face au Danemark. Musiala il est en train de gagner si je puis dire son duel avec aussi Florian Wirtz parce que c'est les deux joueurs, les deux éléments techniques, tout ça. Je pensais que Wirtz allait arriver avec plus un autre statut parce que toutes les responsabilités qu'il avait prises cette saison du côté de Leverkusen, Musiala était plus épaulé et du coup peut-être un peu moins mis en avant du côté du Bayern qui a pas gagné le championnat cette année, donc c'était une saison un peu morose pour eux et finalement Musiala il est en feu et techniquement il fait plaisir hein. Je sais que t'es un adepte du jeu offensif. C'est assez marrant du coup sur la sélection de l'homme du match parce que moi j'ai choisi un offensif et toi du coup choisi un défenseur, tu spoil un petit peu. Un petit peu, je l'aiguille. Juste pour rebondir un petit peu sur Musiala, c'est vrai qu'il a cette capacité déjà dès son jeune âge à vraiment porter cette équipe d'Allemagne et avec aussi cette renouveau de génération devant, tu vois, il y a des nouveaux joueurs, il y a Florian Wirtz, il y a lui, tu vois, il y a plus tous ces anciens joueurs comme Marco Reus ou ces joueurs-là. Donc vraiment, tu vois, Leroy Sané n'occupe pas vraiment ce rôle, il a du mal à confirmer année après année, un petit peu comme Ousmane Dembélé en France. Et Thomas Müller qui est plus en retrait maintenant, qui est plus sur le banc, un rôle vraiment de... Donc lui, il a saisi ce truc-là, tu vois, on attendait qu'il prenne tout sur ses épaules et il a réussi à accepter cette pression, à répondre présent sur le terrain et à répondre présent dans les perfs, dans les stats. Mais je pense que Florian Wirtz, tout doucement et petit à petit, tu vois, là, l'entrée qu'il fait, elle est intéressante. Ouais. Je pense qu'il a vraiment le niveau international et je pense qu'avec les sélections et avec les années, il va... Et justement, ça va même m'aider, je pense, Musiala, tu vois, qui aura pas tout à prendre sur ses épaules. Non, je suis d'accord, hein, je pense que ça va être une véritable doublette à l'avenir, mais je parlais rien que sur ce tournoi-là. Là, il va leur rester plus que 3 matchs. Hein, maintenant, ils sont déjà qualifiés pour les quarts. Ils attendent le vainqueur d'Espagne-Géorgie en tant que concurrent. Donc ouais, ça va être intéressant à suivre. Mais j'ai l'impression que Musiala, il est très bien dans son tournoi. J'ai l'impression que Florian Wirtz, il manque peut-être aussi un peu de jambes. C'est aussi l'impact physique aussi. Il a beaucoup donné tout au long de l'année. Donc voilà, non, mais ça va être intéressant à suivre. Moi, donc, j'ai choisi Schlotterbeck. Parce qu'on l'attendait, nous on en avait parlé, c'est vrai, dans la vidéo précédente où on disait Jonathan Tah suspendu. C'est l'heure de Schlotterbeck et je me souviens qu'on avait dit ça va être certainement le moment où Schlotterbeck va passer devant Tah dans la hiérarchie. Moi, à mes yeux, je pense que c'est ce qui est en train de se passer. En tout cas, j'aurais du mal à comprendre que ce ne soit pas le cas aux yeux du sélectionneur Julian Nagelsmann, dans le sens où c'est ce qu'on a évoqué, tu vois, la qualité de relance qu'il a apporté. On parle des joueurs qui ont joué, tu vois, les remplaçants qui ont joué sur la 3e journée et qui sont pas allés chercher leur place alors qu'ils en avaient l'occasion. Lui, il incarne parfaitement le mec qui, il a eu sa chance. Il est allé la chercher, tu vois, dans tous les duels, il a tout arraché, il a harangué la foule. C'est ce que j'allais dire, c'est ça qui m'a beaucoup plu aussi, c'est le petit surplus d'énergie. Il a tout mis, tu vois, tu sentais c'était le match de sa vie, quoi. Il a dit aujourd'hui, c'est moi qui fais la décision, c'est moi qui fais le taf. La célébration, tu sais, quand il marque son but refusé, célébration, biceps, il monte le biceps, tu vois, il était comme un dingue, il était vraiment là pour tout arracher, et il a tout arraché, et en plus de ça, donc il a apporté son impact dans les duels, ce que peut faire Jonathan Tah, tu vois, mais lui, il apporte vraiment autre chose, et surtout, il apporte quelque chose d'utile à l'équipe, justement dans cette capacité à pouvoir relancer de derrière. Et avec la patte gauche aussi. Et avec la patte gauche. C'est ce qui est toujours intéressant pour la construction d'une charnière centrale dans le football moderne. Avant, c'était moins important. On avait souvent 2 droitiers qui étaient associés. C'est vrai que dans le football moderne, d'avoir un droitier, un gaucher, c'est assez sympa et ça laisse d'autres ouvertures de jeu, comme celle la passe décisive qui fait à Musiala. Et une charnière centrale qui a été très solide aussi, parce que Rudiger fait aussi un gros match. Il fait un retour à un moment sur... c'est une des actions du Danemark sur Delaney, qui avait effectivement pas l'habitude de se retrouver là, je pense. Dans cette position-là. Mais il a intérêt, son retour est vraiment bon parce qu'il arrive de façon très dynamique, puis il s'arrête à mi-distance pour justement
encore potentiellement couvrir ce qu'il y a dans son dos. Et là, quand il voit que Delaney il veut vraiment y aller, continuer à y aller, là, il déboule comme un dingue. Et je pense même que Delaney, il le fait peur. Il a eu peur, hein, je pense, hein, parce que il lève un peu le pied, il fait une passe en bout de course et tout. Ah mais ouais, non, mais Rudiger lancé, c'est impressionnant. Je pense, ouais, il a fait un gros match derrière aussi. Ouais, oui, un très beau match de la part de Rudiger, bon, qu'on n'a pas cité là en homme du match, peut-être qu'on a été plus surpris par Schlotterbeck, on s'est un peu habitué aux performances de Rudiger, mais on voulait le mettre en lumière aussi, ouais. Ouais, mais ils ont fait une très belle, ça a été une très belle charnière centrale, ce qui donne peut-être, qui fait perdre un peu de crédit peut-être à Jonathan Tah, qui a été un peu agressif sur cette phase de poule, qui a pris 2 cartons jaunes. J'ai l'impression qu'il était un peu dépassé, tout ça, donc ouais, ça va être intéressant de suivre les choix du coach. Le Danemark, il peut s'en mordre les doigts quand même, là je repense, les quelques occasions qu'ils ont eues. Il y a la frappe de Lyon sur le gardien. Ah oui. Sur Emmanuel Neuer, où je pense qu'il peut largement mieux faire. Ouais, il peut soit rouler à gauche, soit croiser. Ouais, voilà, exactement. Et là-dessus, ouais, nous a un peu déçus. La frappe du droit aussi, où il la met à côté. La balle de l'année, là, dont on parle. Tu vois, ils ont eu quand même 2-3 occasions. Ils ont ce but refusé qui les tue, tu vois. Mais je pense que, tu vois, ils avaient le moyen de relancer un peu ce match. Bah, même avant de prendre les buts, en fin de première mi-temps, ils ont quelques balles où on se dit, bah justement, quand on retrouve le courant et qu'on peut remettre le match, on voit une action avec une frappe danoise et on se dit, ouais, bah ça se trouve, on allait retrouver le Danemark en train de mener l'équipe d'Allemagne. Donc ouais, ils ont pas su saisir leur chance, mais bon, ils se sont créés ces occasions-là. Après, bon, c'était assez attendu ce scénario de match. En tout cas, avec l'Allemagne qui a bien géré son 8e de finale. Ouais. Ce qu'on peut noter aussi, donc, par rapport au choix de Nagelsmann, c'est donc la continuité devant. Kai Havertz, qu'on avait pas mal critiqué. Ouais, et dans l'ensemble, je ne veux pas dire qu'il a fait un excellent match, mais. Parce qu'il marque toujours pas dans le jeu. Il marque toujours pas dans le jeu. Penalty très bien tiré. Mais c'est un peu le paradoxe avec Kai Havertz. Penalty très bien tiré, mais à la finition, qu'est-ce qu'il pêche? Ouais. Il a une belle volée en première mi-temps. Belle volée en première mi-temps. J'ai adoré. Hein. Cette gestuelle-là, elle était limpide et tout. C'était beau, c'était très beau. Schmeichel qui a fait ce trou, elle est passée entre ses mains. Ouais. Donc il y a celle-là. Elle lui tape l'épaule, hein, carrément. Elle lui tape l'épaule. Il y a la tête en plein milieu. Ouais, sur un beau centre de Rome aussi. Ouais, Rome, belle patte gauche. On voulait le citer aussi, Rome, parce on a. Il y a le duel avec Mittelstadt, ouais. Qui était, ouais, c'est ça. Mais qui était à 2 doigts du. Enfin, pardon, c'était pour éviter qu'il ait ce deuxième carton jaune qui le pénalise sur le reste de la compétition. A priori, c'est ce qui a laissé la place à Rome. Et nous, on avait déjà remarqué sur la rentrée de Rome face à la Suisse. Il fait le centre sur Fulkrug. Il fait déjà le centre, déjà une passe décisive. Et ouais, il est super intéressant là-dessus. On aime cette patte gauche. Il enroule bien ses centres et tout. Il est très beau à avoir joué là-dessus. Donc, surtout qu'on parlait des qualités de centre, par exemple, de l'équipe de France. Lui, pour le coup, ses centres, et en général, ça arrive à destination. Ouais, c'est autre chose. Et donc, Havertz, il a même le geste incroyable qu'il fait en deuxième mi-temps quand il se l'emmène. Ah, celui-ci, ouais. Et tu vois, à l'arrivée. On s'est tous les deux regardés en mode, non, c'est trop beau là. Tu peux marquer le plus beau but du tournoi. Et à l'arrivée, tu vois, c'est ça qui. Ça pêche. C'est frustrant. Il a du mal face au gardien et pourtant il essaye, mais il y a des moments où il va se désaxer, je sais pas. Là, sur l'occasion-là, il se désaxe un peu. Il part plus sur le côté gauche. Je pense que c'est pour mieux la croiser, mais il met pas du tout assez de puissance dans sa frappe. Et ça va pas, et le gardien, ça permet au gardien d'intervenir. Donc ouais, c'est dommage là-dessus. Après, très beau joueur sur le reste, et je trouve qu'il est très intéressant, poste numéro 10 aussi, parce que par rapport au coaching qui a eu lieu dans ce match-là, on voit ensuite Fulkrug qui rentre, mais et en plus, au moment où, juste avant qu'il fasse les changements, tu me dis, j'aimerais bien qu'il fasse reculer Havertz en 10. C'est ça, et ça s'est produit juste après. C'est ça. C'est le talent. Ça. Ouais, bon, ça arrive parfois de se tromper aussi, mais là, en l'occurrence, c'est ce que je voulais voir. Havertz, pour moi, c'est sa position préférentielle. En tout cas, c'est le poste où je le vois le plus efficace. Bon, effectivement, il faut faire de la place à tout le monde, à Gundogan, tout ça. On avait un Fulkrug qui a loupé ces 2-3 petits contrôles, 2-3 petites choses comme ça. Lui, c'est vraiment le finisseur. Lui, je pense qu'il est à l'inverse de ce qu'est Havertz. Havertz, il est super bon sur tout ce qui est pas le dernier geste. Et j'ai l'impression que Fulkrug, je vais pas dire il est mauvais sur tout le reste, mais il est là où il est le meilleur, c'est vraiment ce dernier geste-là. Mais l'association était intéressante parce que tu gagnais en présence dans la surface en associant les deux, parce que tu avais un Havertz plus libre, qui a même fini à droite d'ailleurs après avec la sortie de Sané. Et avec Florian Wirtz qui tournait du coup autour de Fulkrug, donc ça permet tout ça. Tu as toujours cette présence-là sur le secteur offensif. Donc une très belle équipe d'Allemagne. Hein. Une Allemagne, pour finir, si on peut se projeter sur les quarts de finale, une Allemagne qui confirme son statut. Clairement. On l'attendait au tournant, surtout après le match contre la Suisse. Là, pour le coup, elle confirme son statut, 2-0, pas de but encaissé.
Elle répond présent avec les occasions qui sont concrétisées quand il faut, la balle de Moussiala. Le contenu, la maîtrise aussi, parce qu'ils ont gagné beaucoup de 2-0. maîtrise. Ils étaient très intelligents. Toi, tu voulais parfois, parce qu'avec le petit instinct offensif qu'ils y aillent, parce que tu voyais Florian Wirtz qui rentrait pour 10 minutes, tu te dis, vas-y, fais-toi plaisir. Et la réalité, c'est que tu les voyais revenir sur du Kimmich. Surtout qu'il y avait des espaces. Il y avait beaucoup d'espace. Les Danois qui étaient de contre-attaque allemande à la fin. Les Danois qui étaient très fatigués, qui commencent à avoir le contre-coup physique, tout ça, ça aussi, on l'avait annoncé. Hein, parce que en fait, ça s'est déjà produit sur les précédents matchs, que le Danemark faisait des bons matchs, mais avait du mal déjà dans les 30 derniers mètres et dans les 30 dernières minutes, 20-30 dernières minutes. Et encore une fois, forcément, tu joues l'Allemagne, tu te dépenses beaucoup et à l'arrivée, tu laisses beaucoup d'espace. L'Allemagne, tout en maîtrise, je pense que pour l'instant, après l'Espagne, elle n'avait pas eu non plus beaucoup d'adversité. Si, la Croatie quand même. Elle était dans le groupe de la mort, hein, elle a joué l'Italie aussi. Mais l'Italie m'a tellement déçu que, tu vois. Mais bon, sur le papier, elle était quand même dans le groupe de la mort à la base. Elle a eu quand même 2 matchs contre la Croatie, qu'elle s'est rendue facile. Mais bon, on va voir. Maintenant, il va falloir que eux concrétisent ça demain contre la Géorgie. Contre la Géorgie, ouais. Mais en tout cas, tu vois, si je situe l'Allemagne, par exemple, par rapport à la France, je vois beaucoup plus de maîtrise chez l'Allemagne que chez la France. Donc pour moi, l'Allemagne reste quand même attention à la France. Favorite de ce tournoi. Oui, je sais, c'est un nouveau tournoi qui commence. La France, c'est dans les grandes compétitions. Et la France, elle a une manière de jouer. Bon, on va pas parler que de la France, mais elle a cette manière de jouer qui, grâce à cette solidité, fait déjouer les adversaires, qui peuvent mieux jouer au ballon. Mais donc ça, ce sera à suivre en espérant qu'ils passent le prochain tour contre la Belgique. On en reparlera très vite de cette équipe de France. On parlera ça dans une prochaine vidéo. En tout cas, pensez à vous abonner à la chaîne. Pensez à envoyer les vidéos à vos potes, ceux qui ne nous connaissent pas encore, mais qui sont intéressés par le football. Ça pourrait être cool qui débarquent sur la chaîne. Mettez-nous en commentaire, comme d'habitude, vos retours. Qu'est-ce que vous avez pensé de ce match? Est-ce que vous pensez que l'Allemagne est vraiment toujours autant favorite de cet Euro? D'autant plus avec cette victoire donc de ce soir 2-0. C'est ça. On se dit, on se donne rendez-vous à très vite. Ouais, le petit pouce bleu. Ciao, ciao.